Bonjour à tous. Son travail consiste à changer le monde en mieux, on l'espère. Siri, vous savez, la reconnaissance vocale d'Apple, c'est lui. Aujourd'hui, il est chez Samsung, où il dirige la recherche en innovation. Son domaine, c'est l'interaction entre les hommes et les machines. Son nom, c'est Luc Julia. Et s'il est avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'il vient de sortir un livre au titre énigmatique. L'intelligence artificielle n'existe pas. Il n'est clairement pas d'accord avec les Elon Musk et autres Laurent Alexandre qui donnent une vision assez noire d'une intelligence artificielle dangereuse pour l'humanité. Alors je me suis dit que ce serait intéressant de l'avoir avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Je voudrais sa vision à lui, notamment sur la façon dont l'intelligence artificielle va impacter nos emplois. Les métiers très qualifiés doivent-ils avoir peur de l'intelligence artificielle? On en parle avec Luc Julia. Bonjour Luc Julia. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Merci beaucoup d'être là avec nous parce que je sais que vous êtes une semaine en France par mois et 3 semaines ensuite en Californie. Alors n'en déplaise à votre modestie, je vais vous demander par commencer. En fait, vous avez changé ce que je disais, vous avez changé la vie des gens, vous avez fait pas mal d'inventions. Vous en parlez dans votre livre. Alors lesquelles? C'est difficile comme exercice. Disons celles que les gens peuvent connaître le plus, c'est les imprimantes connectées. Ouais. C'était chez HP, pouvoir envoyer n'importe quel document de n'importe où dans le monde. Alors c'est peut-être pas tellement excitant, mais c'était assez rigolo. Point de vue objet connecté, point de vue comment pour la première fois on peut vraiment utiliser des objets qu'on appelle IoT aujourd'hui, Internet of Things. Des objets, c'était il y a 10 ans ça. Ouais. Et puis après Siri, mais enfin Siri date de 97, donc ça fait en fait longtemps, mais ça a été popularisé par Apple en 2010. Ouais. Donc effectivement, il y a des centaines de millions de personnes qui ont utilisé ça, donc c'est pas mal. Et puis avant ça encore, c'était en 94 la création de Nuance, qui est aujourd'hui le numéro mondial de la reconnaissance vocale. Ouais. Voilà, en gros, c'est toujours l'interaction homme-machine, de toute façon. Et l'ancêtre du streaming aussi, non? Ouais, ça... Quand même. Moi, j'adore la musique. C'était en 2003, donc bien avant qu'il y ait les téléphones et smartphones d'aujourd'hui. On a effectivement inventé quelque chose qui s'appelait Orb, qui permettait de streamer n'importe quoi, non seulement la musique, mais aussi les télés. Donc ce que vous avez aujourd'hui sur vos téléphones, on l'avait fait il y a 15 ans, presque 20 ans en fait. Voilà, donc tout ce parcours en fait qui est bien décrit dans votre bouquin. Alors justement, vous avez créé des boîtes, vous avez bossé au CNRS, vous avez eu 4 ou 5 employeurs, je crois, parmi les plus grosses boîtes de la planète. Vous êtes en train de compter dans votre tête là. Ouais, je ne sais plus trop. Vous êtes passé, on peut le dire, par les mecs de la technologie où plein de gens rêveraient de bosser, le MIT, le SRI à Menlo Park. On rêve de bosser là-dedans quand on est geek. Alors, je ne vais pas retracer votre parcours en détail, mais qu'est-ce qui a guidé les choix de forme de travail, en fait, entre salariés ou patrons? Qu'est-ce qui vous a guidé? En général, c'est la passion. C'est-à-dire que ça a commencé, depuis tout petit, je voulais être inventeur. Oui. Donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors vous avez commencé par inventer une machine qui faisait le lit à votre place. Voilà, exactement. C'était quand j'avais 9 ans, donc elle ne marchait pas très bien, elle a déchiré beaucoup de draps, mais bon... Votre maman n'était pas très contente Pas très contente. Mais bon, c'était ce que j'ai envie de faire. Et pour moi, inventer, ça voulait dire CNRS. C'était ce que ça voulait dire. Le Graal, quoi. Voilà, le Graal. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait pour arriver au CNRS pendant ma thèse. Et puis là, je me suis aperçu que ce n'était pas exactement l'ambiance qui me plaisait. Donc, je suis très... travail d'équipe, travail avec des gens, s'exciter entre nous, émulation. Et donc, effectivement, j'ai pas trouvé ça malheureusement là, et donc je suis parti au MIT, et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir y aller déjà, c'était pas mal, mais l'ambiance déjà était autre chose, ne serait-ce qu'entre les profs et les étudiants, par exemple, c'était une relation beaucoup plus détendue, beaucoup plus égalitaire et puis d'émulation, justement. Ouais. Puis je suis de Toulouse, donc à Boston, il a fait un peu frais à partir du mois d'octobre, donc je
je suis parti. Donc le critère, la météo, d'accord, voilà, l'émulation, mais aussi la météo. Oui, la météo c'était important aussi. Et donc en Californie, là j'ai trouvé une super émulation, on va dire. La Silicon Valley est un endroit incroyable pour. C'est un melting pot de plein de gens différents qui travaillent sur des sujets communs, mais avec leur propre vision. Et c'est ça en fait ce qui a changé la façon dont je travaille, la façon dont j'ai créé plus tard mes différents labos. J'ai toujours créé des trucs très multidisciplinaires où les gens vont venir se confronter, mais d'une manière saine, pour créer des choses nouvelles. D'ailleurs, vous parlez dans votre livre de ce que vous aimez beaucoup, c'est-à-dire la multi-activité. Vous prônez, vous êtes un... Ouais, je suis pour le multi, alors multi-tout, multidisciplinaire, multimodalité, ça c'est dans les interfaces homme-machine, parce que je ne crois pas seulement à la voix, même si j'ai beaucoup travaillé sur la voix, je crois à la multimodalité, c'est-à-dire la voix et le geste. La communication humaine, elle est beaucoup plus naturelle quand on rajoute nos 5 sens. D'accord, donc la multimodalité, multiculturalisme, enfin moi je suis multi-tout, je crois à la diversité. Et alors quand même, quand à un moment donné, Apple, donc vous avez bossé pour Apple, vous avez co-créé Siri, et à un moment donné, Apple vous a rappelé et vous avez dit non. Pourquoi? C'était quoi le critère qui vous correspondait pas? Apple, dans la Silicon Valley, est une boîte un peu à part. C'est pas une boîte qui collabore beaucoup, justement. Donc il se trouve que c'est Apple qui a racheté Siri. Siri, donc c'était quelque chose qui avait été créé bien avant. Bon, Apple rachète Siri. Quand Apple rachète Siri, on me demande de diriger Siri dans Apple. L'ambiance, Steve Jobs meurt juste à ce moment-là, donc mes attaches personnelles à Apple étaient un peu moins fortes, et du coup, cette ambiance, enfin la façon dont il s'intègre pas dans la Silicon Valley se voit pour moi de plus en plus. C'est une boîte très très à part, donc. Et donc, quand j'ai décidé de partir d'Apple et quand je suis allé chez Samsung, quand ils m'ont rappelé, j'ai dit Samsung ressemble plus au genre de boîte que je veux faire, où ils essayent d'être un peu plus ouverts, ils essayent de s'intégrer à l'écosystème, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est l'éthique en fait qui vous intéresse plus, enfin l'éthique... Oui, il y a l'éthique de travail un tout petit peu, l'éthique de travail, et encore une fois, c'est cette histoire de communauté, une histoire qu'on puisse collaborer avec d'autres gens. Apple est très fermé, très secret, comme on sait, ça ne veut pas dire que Samsung n'est pas secret, par exemple, mais on a l'impression qu'on peut au moins collaborer, et la façon dont on a créé le laboratoire de Samsung en 2012, c'était justement un laboratoire ouvert, où on voulait travailler avec l'écosystème. On a créé un fonds, par exemple, pour pouvoir financer les entreprises. Donc c'était vraiment pour s'intégrer, pour voir ce que faisaient les autres et travailler avec eux. Et ce serait quoi l'employeur idéal pour vous aujourd'hui? L'employeur ou la forme de travail, je sais pas, créer votre boîte? Franchement, j'ai fait 10 ans de start-up, c'était idéal dans le sens où on fait vraiment ce qu'on veut, on fait vraiment... enfin, je veux dire, c'est magnifique, on emploie les gens qu'on veut, on travaille avec qui on veut. Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal pour le travail pur. Si je me suis fatigué des startups, c'est juste pour les questions de financement. C'est en permanence trouver des sous pour pouvoir payer les gens. C'est compliqué, c'est difficile. Donc c'est ça qui m'a fatigué. Mais si c'était pas si difficile, vous préféreriez toujours rester dans des petites entités? Petites entités où on voit cette émulation, cette excitation. Donc ça, c'est définitivement ce que je préfère. Oui. Bon, on va parler de votre vision de l'intelligence artificielle, puisque votre livre, évidemment, est consacré à ça, et puis de l'impact sur vos emplois. Juste une petite question comme ça, c'est quoi votre film ou votre série préférée avec de l'intelligence artificielle dedans? Alors, c'est pas forcément mon film préféré, dans le sens où je crois que le film est pas très très bon. Enfin, je suis sûr, mais qu'il est pas bon du tout. Mais c'est un film qui est pour moi intéressant parce qu'il montre les dérives potentielles de la société si on fait pas attention à l'intelligence artificielle. Ça veut dire que j'en ai peur. Ça veut dire juste qu'il faut montrer, il faut éduquer. Ça s'appelle Idiocratie, ce film. C'est un film qui date de 2005, par là. Donc, encore une fois, le film est ridicule. La bonne nouvelle, c'est qu'il... C'est un cauchemar, ce film. Oui, c'est un cauchemar. Mais la bonne nouvelle, il dure que 1h12, donc il est relativement court. Donc, au moins, on souffre pas trop. Mais c'est un film qui montre ce qu'il faut surtout pas faire. Ouais. Alors, vous voyez, nos confrères de l'Express ont encore titré cette semaine « Les machines vont-elles gagner ?» Donc, en fait, ça résume bien pourquoi vous avez écrit ce livre. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart de vos confrères, des chercheurs, ont tendance à à montrer une vision très anxiogène de l'intelligence artificielle. Et vous, en fait, vous n'êtes pas dans ce camp-là. Vous êtes, pour bien comprendre, vous êtes dans le camp adverse, entre guillemets. Donc, vous n'êtes pas chez les Elon Musk, feu Stephen Hawking, Bill Gates, Laurent Alexandre, mais vous êtes plutôt du côté je dirais, Yann LeCun,
hein, le boss de l'innovation Facebook, chez Facebook, ouais, ou Jean-Gabriel Gamassia d'ailleurs, qui était mon prof. Qui était votre prof, ouais. Donc c'est quoi votre vision de l'intelligence artificielle? Alors déjà, je vais reprendre un peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire que en fait, les chercheurs, ceux qui travaillent dans l'intelligence artificielle depuis des années, comme moi, comme Lequin, comme Gamassia, on est tous dans le même camp, on est dans le camp de l'optimisme et on n'est pas des bisounours, hein, c'est-à-dire qu'on comprend ce qui peut se passer. Il y a des dangers possibles. Il y a des dangers, comme dans toutes les technologies, mais on est très optimiste pour ces technologies-là. Les autres personnes que vous avez citées, ce ne sont pas des chercheurs en intelligence artificielle. Stephen Hawking, Stephen Hawking, il était chercheur autre chose, oui, mais très très fort dans le domaine des planètes, des trous noirs, etc., mais ne connaissant strictement rien à l'intelligence artificielle. Donc très intelligent, j'étais très embêté en fait que lui suive ce mouvement, parce que bon, c'est effectivement une des personnes certainement les plus intelligentes au monde, mais bon, la réalité c'est qu'il ne connaît rien. Elon Musk, les autres personnes que vous avez citées, Gates d'ailleurs lui a changé d'opinion, c'est-à-dire qu'au début il a suivi Musk, mais depuis il a changé d'opinion, mais les autres personnes ne sont pas des chercheurs en intelligence artificielle. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt à donner cette vision anxiogène? Je pense que le buzz c'est bien. Le buzz, c'est bien pour vendre des livres, pour faire du marketing pour Musk. Donc, c'est faire peur aux gens, ça fait vendre des papiers, ça fait qu'on passe dans les médias. Laurent Alexandre, vous pensez que c'est son objectif? Parce que lui, il est plutôt désintéressé. Il veut alerter l'humanité sur le fait que... Je pense pas qu'il veuille alerter l'humanité. Je pense qu'il a changé un peu de discours aussi en fonction des vagues. Donc, à la fin, je veux dire, nous, on essaye avec Gamassia, avec Lequin, on essaye de donner une vision réaliste de ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. On est, encore une fois, des chercheurs. On fait ça depuis 30 ans, là, nous trois, Gamassia depuis 40 ans. Ouais. Et la vérité, c'est que l'intelligence artificielle telle qu'on la décrit aujourd'hui, ou telle qu'on veut la décrire par certaines personnes, n'a rien à voir d'une part avec de l'intelligence. Ça, c'est clair. Notre intelligence humaine, c'est tout à fait autre chose. On est beaucoup plus fort. C'est inégalable. C'est inégalable. Aujourd'hui, avec les techniques actuelles, qui sont juste des techniques mathématiques et statistiques, il n'y a aucune chance qu'on approche l'intelligence humaine. Mais vous dites ça pour aujourd'hui, mais est-ce que ce sera vrai dans 20 ans? Avec les techniques statistiques et mathématiques, oui. Dans 20 ans, on n'aura certainement pas redécouvert quelque chose d'autre qui va certainement devoir impliquer de la biologie, de la physique quantique, de je ne sais pas quoi, qui pourra peut-être approcher. Mais là, on est au niveau 0, on n'a même pas commencé, donc il n'y a aucune chance que même dans 20 ans, on n'est même pas au niveau 2, comme disait Laurent Alexandre. Au niveau 0. On est vraiment au niveau 0, c'est niveau 0 de l'intelligence. C'est l'enfance, la petite enfance de l'intelligence artificielle, quoi. Ah oui, mais encore une fois, c'est pour ça que je dis que moi qu'elle n'existe pas, parce qu'en fait, on n'est nulle part près de l'intelligence. L'intelligence humaine, c'est nous qui dirigeons tout aujourd'hui, on décide tout. Il n'y a aucune créativité dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est juste de la reconnaissance en général. Donc on lui donne de la connaissance et elle reconnaît. C'est tout ce que ça fait. Et on crée les algorithmes, on choisit les datas. Alors c'est des dangers parce que les algorithmes, on peut introduire des bugs, d'accord, parce qu'on est humain. Oui, il peut y avoir des sources erronées. Voilà, les sources biaisées, comme on dit. Donc les datas, les données qu'on donne peuvent être biaisées. Donc, mais on choisit. C'est notre faute. C'est toujours nous qui faisons les erreurs. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'actualité de l'intelligence artificielle que vous avez vu récemment et qui vous inquiéterait un peu? Les recherches médicales ça ne m'inquiète absolument pas, justement. Vous pourriez vous dire les recherches ne vont pas dans le bon sens. Non, franchement, j'ai pas de choses qui m'inquiètent parce que on est au balbutiement dans l'imagerie médicale, par exemple. Et on va encore faire des progrès magnifiques. Ce qui peut m'inquiéter, c'est quand on dit n'importe quoi et quand on fait peur aux gens ou quand on décrit Hollywood, des trucs qui sont juste au cinéma. Potentiellement, on peut effrayer les gens et effrayer les gens qui financent aussi et donc assécher les sources de financement et du coup rentrer dans ce qui s'appelle un hiver de l'IA. Et l'hiver de l'IA, ça m'embêterait beaucoup parce que ça veut dire que les choses qui avancent bien, comme justement le machine learning et le deep learning, où on trouve des cancers grâce à l'imagerie médicale, des choses comme ça pourrait s'arrêter d'un coup parce qu'on a fait peur à cause de quelque chose d'autre. D'accord. En fait, vous auriez pu intituler votre livre « N'ayez pas peur de l'intelligence artificielle ». Tout à fait. C'est ça. Alors, mais avec une petite étoile qui dit « Mais ne soyez pas bisounours et éduquez-vous ». Et ce que j'aime bien, c'est quand les gens se posent des questions, se disent « Oui, mais si mon Alexa, est-ce qu'il écoute tout le temps ?» C'est une bonne question à se poser. La réalité, c'est que c'est non, la réponse.
mais on peut se demander pourquoi. Et est-ce qu'il pourrait? Oui, il pourrait. Mais la pression humaine, notre pression, nous, le fait qu'on est des utilisateurs, ça fait que l'éthique de ces compagnies ou la régulation aide à faire qu'il n'y a pas trop de dérives. Mais la régulation, elle ne se fait pas naturellement. La régulation, elle peut se faire quand les citoyens se mobilisent, quand les consommateurs se mobilisent pour mettre pression sur des... Ou les États. Donc c'est soit des communautés, comme vous dites, ou RGPD, par exemple, fait par l'Europe, qui est une régulation. Bon, ça a mis 12 ans, hein, parce que les premières dérives des données personnelles sont arrivées dans les années 2005, d'accord. RGPD arrive en 2018, donc ça met quand même du temps. Mais sauf que, bon, voilà, ça va exister en Europe, le RGPD, mais ça n'existe pas en Chine. La reconnaissance faciale en Chine, qui est donc un des progrès, entre guillemets, de l'intelligence artificielle, on voit bien ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on est fiché. Donc le gouvernement trouve ça génial, les citoyens apparemment se sont pas rebellés, les citoyens chinois. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors moi je ne veux pas trop parler de la Chine parce que je n'ai pas d'opinion forcément là-dessus, mais je sais par exemple que les États-Unis vont certainement dans les années qui viennent adopter quelque chose de très similaire à RGPD. Parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, c'est un problème. Les États-Unis ne sont pas connus comme étant une grande force de régulation, ils essayent d'être un peu plus libéraux, mais ça va être adopté, parce que c'est un problème potentiel. Il faut protéger nos concitoyens, et donc ça sera adopté. Donc les régulations existent. Après, les systèmes politiques de différents pays font ce que... Bon, on a bien compris que vous ne croyez pas à ce concept qui s'appelle le point de singularité, qui dit que les machines vont dépasser l'intelligence humaine. Encore une fois, avec les techniques actuelles, c'est absolument impossible. On a parlé par exemple beaucoup des voitures autonomes. Il y a un an, à CES, à Las Vegas, tout le monde disait, c'est dans 2-3 ans, toutes les voitures vont être autonomes niveau 5, donc niveau totalement autonome. Aujourd'hui, les gens ont commencé, au dernier CES, donc le mois dernier, ce mois-ci, pardon, au début du mois, les gens ont commencé à rétropédaler et à dire, en fait, c'est peut-être 15 ans, c'est peut-être un peu plus de temps. Et puis il y a des gens comme moi qui disent, ça n'arrivera jamais. Vous dites ça n'arrivera jamais, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Jamais, c'est impossible, parce qu'encore une fois, conduire, ça a une charge cognitive très importante. C'est-à-dire qu'il faut faire plein de trucs à la fois, et notre cerveau est capable de faire cette multimodalité dont je parlais tout à l'heure, justement, et qui est très très compliqué à modéliser. Et il y a des cas, il y a toujours un cas, à un moment donné, qui ne sera jamais modélisable et modélisé parce qu'on ne l'a pas vu avant. Et nous, on va pouvoir réagir en tant qu'humain, mais la machine ne va pas pouvoir réagir parce qu'elle ne connaît pas ce cas. D'accord ? Donc, c'est la raison pour laquelle tous nos systèmes de reconnaissance aujourd'hui sont des systèmes qui sont limités en termes de pourcentage de capacité. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à des systèmes de reconnaissance à 100%. Ça n'existe pas. Donc on est à 99, 98. Ouais. Mais ne serait-ce que ça, certains fabricants pourraient se contenter de ça. Mais on s'en contente. Et je suis le premier à dire, je donne à mes enfants des Tesla, des voitures autonomes, parce que je préfère que ce soit la voiture qui les conduise, que eux se conduisent tout seuls. Parce qu'ils vont texter, ils vont boire, ils vont je sais pas quoi. Et donc je préfère que ce soit ça, parce que dans la plupart des cas, 98% des cas, ça va se passer correctement. Mais s'il y a un problème, un truc qui était complètement pas expecté, je ne sais pas comment dire, attendu, c'est quelque chose que seul l'humain va pouvoir réagir correctement. Alors justement, vous faites une bonne transition. Je le disais au départ, nous allons parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur nos emplois. Et moi, je pense plutôt aux emplois des plus qualifiés, puisque nous sommes regardés par des cadres, des dirigeants, des ingénieurs, etc. Vous parliez là, par exemple, de la voiture autonome qui n'arriverait pas. Sauf qu'on sait très bien que déjà certains constructeurs de camions, par exemple, envisagent de supprimer des postes de chauffeurs routiers pour les remplacer par des machines. Donc l'IA va avoir des impacts sur les emplois en supprimant. Donc là, on est sur des emplois entre guillemets peu qualifiés, toute proportion gardée bien sûr, mais vous n'envisagez pas quand même que ces impacts puisse être plus large. C'est l'histoire, donc c'est pas nouveau. C'est Schumpeter, c'est la destruction créatrice, vous allez me dire. Oui, et à chaque fois on va créer quelque chose de nouveau. On dit souvent que les emplois de demain, on ne connaît pas 85% des emplois de demain étant dans 20 ans, 30 ans. Donc on va créer quelque chose de nouveau. Vous savez, l'histoire de l'industrialisation en général, l'histoire de la robotisation, ça ne date pas de l'intelligence artificielle. En 1770, quand les premières machines à tisser sont arrivées à Lyon, je veux dire, ça a remplacé les emplois, Ou alors ça en a peut-être créé d'autres, ça a créé des emplois plus qualifiés dans le sens où plus valorisants. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est ce qu'on voit dans l'évolution normale, à un temps T,
quand l'emploi est supprimé, quand les machines arrivent, oui, c'est douloureux. Parce qu'à ce moment-là, il y a effectivement une vague qui est éliminée. Mais la réalité, c'est que dans les années qui suivent, on voit toujours que ces emplois éliminés sont remplacés par des emplois plus valorisés et plus valorisants. Oui, mais alors vous imaginez dans un, je sais pas, un service de gestion, un contrôle de gestion, un service commercial, un service marketing, les machines que vous fabriquez ou que vos confrères fabriquent vont pouvoir remplacer un contrôleur de gestion sans problème. Sans problème. Ce sera quoi les métiers plus qualifiés? Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que ça quelque chose, on est assez créatif pour faire en sorte que les nouveaux métiers qu'on va créer vont être plus intéressants. Il y a deux choses qui vont se passer. Il faut vous croire, en fait. Il faut nous croire, mais il faut aussi regarder l'histoire. Il ne faut pas seulement me croire. Une histoire simple. Alors, un exemple très très simple. Les distributeurs de billets automatiques. Ouais. D'accord ? 1990. Installé entre 1990 et 2000. Ça a remplacé des guichetiers dans les banques. D'accord ? Parce qu'il n'y avait plus besoin de distribuer les billets, puisque c'était automatique. Donc, on s'est dit, ça va faire descendre la courbe des guichetiers dans les banques. La réalité, maintenant, on regarde l'histoire, donc on fait un fast-forward, backward, on regarde ce que c'est. Depuis 1990, le nombre d'emplois des guichetiers a augmenté de 2%, par rapport à ce que ça aurait été s'il n'y avait pas eu de DAB. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils font ? Voilà, qu'est-ce qu'ils font? C'est une excellente question. Alors, regardez, dans les guichetiers de banque, qu'est-ce qu'ils font? Non, ils font beaucoup mieux que ça. Ils font justement agents de service. C'est-à-dire qu'ils vous proposent des nouveaux services qui ont été inventés depuis, qui ne sont pas seulement distribuer des billets, mais qui sont des prêts, des machins. Bon, moi, j'y connais rien au métier de la banque, mais ils sont devenus des conseillers. Et donc, leur emploi est plus valorisant, socialement plus intéressant, parce qu'il y a une interaction, etc. Donc, en fait, on est capable de créer ces métiers, et on le fera, parce qu'on est créatif, et il n'y a pas... Mais ça va passer par une phase de destruction, douloureuse. Oui. Ouais. Et qui est souvent à l'échelle d'une génération. En fait, ça va très vite, comme vous le disiez, en l'espace de 15 ans. Voilà, c'est une génération ou moins, donc je dirais une demi-génération, mais effectivement, c'est douloureux, et après, on montre que c'est mieux. Alors, il y a plein de façons de c'est mieux. Encore une fois, je ne suis pas bisounours, donc ça veut dire quoi, c'est mieux? Ça veut dire qu'il y a potentiellement aussi d'autres choses qui sont à côté de l'emploi lui-même qui est intéressant. Plus d'interaction sociale, plus de temps. Alors, on peut penser temps familial, etc. Je ne vais pas parler des 35 heures ou des choses comme ça, mais potentiellement, on est capable de créer ces nouveaux métiers qui vont être plus intéressants pour nous et plus valorisants. On a bien compris que vous nous dites n'ayez pas peur de ces transformations qui arrivent, mais enfin quand même, on imagine, c'est même des métiers très intellectuels en fait qui vont, des avocats, il y a plein de choses qui vont être impactés, des avocats, etc. Et donc comment est-ce qu'on anticipe cela? Qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ceux qui nous regardent, qui sont ingénieurs, cadres, pour anticiper ça? Donc, la réalité, comme il va y avoir du changement, c'est sûr qu'il va y avoir du changement, donc il faut être malléable, il faut savoir s'adapter. Quelle est la meilleure façon d'être malléable et de savoir s'adapter? C'est de s'éduquer. D'accord? D'abord, c'est s'éduquer dans son domaine, donc ça c'est bien, on l'est déjà en général. Continuer à apprendre tout le temps. Mais il faut continuer à apprendre, il faut être prêt à sauter sur des occasions et à être, encore une fois, flexible. La flexibilité, c'est la réalité. C'est ce qu'il va falloir faire. Il va falloir pouvoir s'adapter à des nouvelles choses. On va s'exciter sur quelque chose de nouveau et il faut sauter dessus. Et encore une fois, ces métiers, 80-85% des métiers vont être complètement nouveaux dans les années qui viennent. J'en ai listé 3. Alors, éducateur de robots, vous y croyez? Oui, pourquoi pas? Parce que, encore une fois, c'est pas un éducateur de robots, c'est donner les bonnes datas aux robots. Dans ce cas-là. Donc c'est pas l'éducation parce qu'il est stupide le robot. Le robot fait ce qu'on lui dit. Ouais. Mais il va falloir le nourrir avec les datas. Il va falloir vérifier les datas. C'est un nouveau nom pour le métier de programmeur d'algorithme, non? C'est exactement ça. Il n'y a plus de programme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne programme plus dans le sens où on donne des instructions ligne à ligne. Les programmes, c'est les datas. Les programmes, c'est les données. On donne des données et reconnaît la même chose que ce que tu trouves là-dedans. Et donc un éducateur de robot, en fait, c'est quelqu'un qui travaille sur le deep learning aussi, qui travaille sur le machine learning. C'est du deep learning, c'est du machine learning, c'est trouver, sélectionner les bonnes datas pour ce robot, pour la tâche qu'il a à faire. D'accord, pour l'instant, on est sur des métiers très techno. Designer d'expérience de réalité virtuelle. Pourquoi pas, oui. Donc ça, c'est-à-dire que je mets un casque, on va me reconstituer un magasin avec des clients qui sont en train d'arriver, celui qui rentre, celui qui est derrière moi, etc. Il y a plein de travail à faire. Là, on est au niveau à peu près zéro de la construction du monde virtuel.
Je veux dire, il y a encore plein de choses à faire. Ça, je me demande, mais qui est-ce qui va... Enfin, on a besoin de quel type de compétences? Parce Voilà, que en c'est pas que l'occurrence, du ça va être, il va y avoir un mix entre les artistes et les gens qui sont bons en maths pour désigner des modèles en 3D. Donc, des matheux, des devs aussi. Bien sûr. D'accord. Et le dernier, mécanicien algorithmique. Ça, c'est ceux qui fixent les algorithmes, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais... ceux qui réparent les algorithmes. Parce que les algorithmes, j'ai appris, peuvent... les bugs, les fameux bugs, c'est des erreurs dans l'algorithme. Donc, effectivement, les gens qui vont... Les mécaniciens d'algorithmes, j'aime bien le terme, mais c'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui. Hein. Il faut aller fixer des bugs tout le temps. Hein. Je donnerai les sources de ces métiers sur Cadre Emploi. Alors, Luc Julia, bon, on sait maintenant que vous avez un job fictif, hein, puisque l'intelligence artificielle n'existant pas, vous n'avez donc pas de job. Vous êtes quand même VP Innovation chez Samsung. Qu'est-ce que vous faites chez Samsung exactement? Enfin, sur quelle technologie vous travaillez en ce moment? Donc aujourd'hui, on travaille sur ce que j'appelle moi l'intelligence artificielle, ce qui est le deep learning et le machine learning, où on fait en sorte de faire... On fabrique beaucoup d'objets, c'est Samsung. Hein, Samsung vend 1 milliard d'objets par an. Donc aux vrais gens, hein, c'est pour les vrais gens. C'est du consumer électronique, donc c'est du B2C, comme on dit. D'accord ? Donc on fabrique beaucoup d'objets, et le but c'est de rendre ces objets plus pratiques, qui rendent plus de services aux gens. Et donc du coup, moi, mon gros truc, c'est l'interopérabilité des objets. Encore une fois, c'est faire de multi-objets, faire que ces objets nous rendent des services dans la vie quotidienne. D'accord. Donc Samsung avait ouvert un centre de recherche à Paris, donc vous dirigez ce centre. Est-ce que vous continuez à recruter? Parce que je me souviens qu'à l'époque, vous aviez annoncé 100 recrutements. Est-ce que vous avez tout le monde ou pas? Non, donc on a commencé au mois de juin. On a recruté juin 2018 Juin 2018, oui. Donc on a recruté 37 personnes pour l'instant. 37 seulement? C'est déjà pas mal, ça met du temps à recruter. C'est compliqué. Avec des 3 mois de préavis, Donc on a recruté 37 personnes, on aura 100 d'ici la fin 2020, on a prévu. On avait prévu à peu près une trentaine par an, en 3 ans, donc on est dans les temps. Et est-ce que vous participez encore à la fuite des cerveaux aux US? Parce qu'en fait, comme vous avez un pied à Paris, un pied en Californie, je me suis demandé si les talents français, vous les attiriez plutôt où, à Paris ou en Californie? Ça dépend ce qu'ils veulent faire. Donc les gens qui ne veulent pas aller en Californie, ils viennent ici, c'est très bien. Mais en termes de spécialité, c'est la même chose? Même chose. Donc en fait, il n'y a plus besoin aujourd'hui pour nous de les faire fuir, on peut les garder ici. C'était le but de ce centre de Paris, hein. C'était vraiment de profiter des talents français sur place. Ouais. Alors je me souviens que vous aviez fait une sortie sur le plateau de Saclay. Ça fait rêver personne d'aller à Saclay. Là, vous avez fait en sorte, c'est vous qui avez influé pour avoir un local quasiment à côté du sentier? Le but, c'était d'être dans le Silicon Sentier, exactement la même philosophie que ce qu'on a fait quand on a créé le centre dans Silicon Valley. On voulait être au milieu des compagnies, des startups, de cette émulation dont je parlais tout à l'heure. Là, c'était pareil, on voulait certainement pas être à Saclay. Donc oui, c'est moi qui ai choisi le centre. Vous dites que vous dormez très peu. Luc Julia, est-ce que vous continuez à bosser 100 heures par semaine comme vous l'écrivez dans votre livre? Je ne pense pas que je fasse 100 heures par semaine, mais vous bossez beaucoup? Assez. C'est-à-dire? Vous avez une idée? Je ne compte pas, franchement. Comptez pas vos heures? Pour moi, je bosse tout le temps dans le sens où je m'amuse tout le temps. Donc, Alors, dans votre livre aussi, vous m'avez étonné parce que vous avez écrit « Je ne suis pas particulièrement sociable et d'ordinaire plutôt discret ». Donc vous êtes forcé là aujourd'hui? Oui, je me suis forcé, mais il fallait vraiment que j'écrive ce truc, il fallait vraiment que je le dise, parce que j'en pouvais plus, franchement. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'écrire ce bouquin? C'était il y a 1 an à peu près, un peu plus d'1 an, quand je voyais justement tout ce qu'il nous racontait, tout et n'importe quoi, à propos de cette intelligence artificielle que les gens qui le racontaient ne comprennent pas. Donc, très bien, donc je vous invite vraiment à lire, merci beaucoup Luc Julia, vraiment à découvrir ce bouquin. Donc c'est en 2 parties. La première partie, c'est plutôt sur son parcours, et c'est assez extraordinaire. Et l'autre partie, c'est plutôt votre vision de l'intelligence artificielle aujourd'hui et dans le futur. Et c'est absolument passionnant et ça se lit très très bien. Merci infiniment. Merci beaucoup.